Bonjour à toi, cher spectateur. Donc, forcément, fallait passer par là. On en parle, Mad Max Fury Road de George Miller. Pas vraiment une suite, plutôt un re-reboot, encore une fois, de la saga. Ouais. Entre les deux, je dirais. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, regardez-les parce qu'on comprend un petit peu l'idéologie qui se dégage derrière Mad Max. C'est à chaque fois, on reprend le même univers et on le réajuste au fur et à mesure, un peu la manière des Evil Dead. Donc là, qu'est-ce que ça nous raconte l'histoire? On retrouve Max dans un espèce de monde post-apocalyptique, dans le même esprit que le 2 et le 3. Il va se faire kidnapper par les habitants de la citadelle, une autocratie dirigée par Immortan Joe. En parallèle, on va suivre l'histoire de Imperiora Furiosa, qui est le bras droit, on va dire, de Immortan Joe, qui va aider les poules pondeuses d'Immortan Joe à s'évader, et Max va leur filer un coup de main. Pour faire simple, parce que sinon c'est un bordel, c'est une chure. On a essayé là pendant quelques minutes de comprendre comment est-ce qu'on résume ce film. On n'y arrivait pas. C'est compliqué. Et en fait, c'est le résumé le plus simple qui nous vient en tête, c'est tout simplement ça en fait, Mad Max Fury Road. Et heureusement que c'est simplement ça. Fabien, allez. À chaud. On va en parler. On s'est donné un petit moment quand même de réflexion parce qu'on s'est dit on va peut-être pas l'enregistrer tout de suite, on va se mettre autour d'une table, on va y réfléchir un petit peu, on en a discuté. Et finalement, ouais, on est quand même sur la vie de la sortie, enfin, je sais pas toi. Pour moi, déjà, c'est une claque visuelle. Déjà, moi personnellement, c'est un blockbuster comme on en voit rarement de nos jours. On n'en voit pas en fait. Qu'on n'en voit pas parce que vraiment. Bon, j'ai découvert le 2 et le 3 assez récemment, mais le 1, je le connaissais assez, et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est quand même osé d'en refaire un 30 ans, pour être 30 ans après. Ouais, 30 ans pile. 30 ans pile. 85 au-delà du Dôme du Tonnerre, et ouais, 2015. Et en plus, par George Miller, donc c'était pas n'importe quoi non plus, on l'attendait au tournant, c'est qu'à de le dire, mais là, le tournant est plus... La route est réussie. Ah oui, alors là, il a carrément tracé une route, là, il peut continuer dessus, il n'y a pas de problème. Oui, c'est une claque visuelle, le film est vraiment très très bon. Ouais. Là, je vais en développer après par partie, mais là, pour moi je reste encore scotché sur mon siège et les 2 heures passent très très bien et le film est... faut aller le voir, faut le revoir, mais il faut le voir le film quoi. Voilà. En fait, c'est ça qu'on pourrait garder en tête si jamais vous n'avez pas envie de vous taper toute cette vidéo, c'est ça, allez le voir, foncez le voir, c'est tout ça. Non mais t'as raison, c'est vrai qu'il faut le dire, et en plus, oui, il faut bien le préciser, on en discutait à la sortie, c'est le genre de film, on peut pas le voir sur son ordi. Ceux qui vont le voir sur leur ordi, ils vont trouver le film terriblement dérisoire et ils vont se dire mais à quoi ça sert de faire un film comme ça? Faut le voir sur grand écran pour comprendre l'idée qui se dégage du film. Et l'idée qui se dégage du film, c'est de faire un truc épique, un truc grandiose, un truc mais totalement dingue. C'est littéralement ça en fait le mot qui définit le mieux. Tout à fait, c'est un divertissement mais qui avance. Le film avance tout par l'action en fait. Il y a très peu de scènes de dialogue, il y a très peu de dialogue dans le film, mais on est à l'essence même du cinéma, c'est raconter une histoire par les images. Et là, c'est dans un cadre d'un film d'action, d'un blockbuster quand même, parce que combien le budget de ce film-là? 100 millions. 100 millions. Ce qui reste quand même modeste très par soft. rapport à... Enfin, pour donner un ordre d'idée, Gravity aussi était à 100 millions. Ouais. Et pourtant, on définit ces films-là comme des blockbusters. Et étrangement... Et Gravity, pareil, il fallait le voir en salle. C'est ça. Et c'est peut-être étrange de côté 100 millions à peut-être... faut y réfléchir les gars, 100 millions, voir en salle. Mais parce qu'on regarde au final, et c'est un petit peu la réflexion qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on trouvait... Enfin, moi c'était un avis que j'avais eu, et on en avait discuté un petit peu avec Enline dans une vidéo, mais avec Avengers 2, on pensait avoir atteint les limites du blockbuster, on pensait limite, comme le titrait Mad Movies, à une overdose de blockbuster. En fait, c'était tout simplement qu'on pouvait pas se douter que Mad Max Fury Road allait exploser littéralement les limites du blockbuster moderne et se dire, enfin voilà, les 100 millions, on les voit constamment à l'écran du début à la fin. Là, contrairement par exemple à Avengers 2, où on peut se dire, oh, il y a des effets spéciaux, c'est bizarre, les costumes, enfin voilà. Ouais, là, c'est millimétralement bien cadré, les effets spéciaux, les effets visuels en tout cas. Il y a beaucoup de cascades mécaniques, ça se sent, ça se voit et ça manquait. Franchement, aujourd'hui dans le cinéma, ça manque vachement et là, Fury Road nous envoie une nouvelle couche, une couche neuve de peinture et des explosions mais absolument dantesques avec des trucs complètement tournés en live. Enfin, il y a des plans qui sont tournés en caméra hélico littéralement. Enfin, ça décolle, ça part dans tous les sens. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Ça explose toutes les limites possibles de la scénographie d'une scène d'action. Ça arrive à complètement faire gicler toute l'action dans tous les sens. Et même si le montage est rapide, on sent pas. C'est limpide. Voilà, c'est limpide, c'est très limpide. Tout est fluide. Et comme le scénar d'ailleurs. C'est ça. Bah allez, voilà. Parlons-en du scénar. Le scénario est simple de base. Il est compliqué à expliquer de A à Z, mais c'est pareil, on suit Mad Max, il va être confronté à une nouvelle civilisation qui est en train de se reconstruire et il va être obligé d'aider les personnes qu'il va croiser pour pouvoir encore atteindre ce but un peu sans fin
qui est Mad Max, qui est de se retrouver lui-même et d'être en rédemption un petit peu c'est ça. tout ce qui est arrivé. Donc oui, moi je le... D'un point de vue, il est simple, mais d'un point de vue, il est compliqué dans le sens où... je sais pas, en tout cas le scénario m'a plu, moi personnellement, parce que voilà, et ce qui est intéressant dans ce Mad Max là, c'est que George Miller va piocher dans des idées et des petits clins d'œil dans les 3 premiers qu'il a fait, moi, surtout le premier et le deuxième, moi j'ai trouvé. C'est ça, ouais. Et il va mélanger et retrouver des nouvelles idées, comme le chef, j'ai perdu son nom. Immortan Joe va lui avoir des ressources comme l'eau, comme le lait. Et on va mettre en avant dans le film d'autres civilisations qui ont aussi d'autres ressources. C'est un meunier qui a les ressources des balles, Gazoville qui elle est par essence même est la ville où il y a de l'essence. Ouais, donc on comprend qu'ils vont s'échanger c'est des denrées, des denrées, et le film part de là, et Charlize Theron qui joue Furiosa va détourner un peu le système, et nous on est accrochés dedans dès le début, parce que l'objectif est clair dès le début en fait. Même de où on se trouve un peu happé et se dire oula on a loupé un truc, et en fait pas du tout, c'est dès le début, l'objectif est clair et on comprend qu'elle va vouloir changer la ligne des choses, et Mad Max, comme nous, est happé dans l'aventure qui va arriver, quoi. Et ça en fait tu le définis bien, c'est-à-dire que Mad Max, il y a beaucoup de gens, on a commencé un petit peu à en discuter, on l'entendait vaguement, il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi ça s'appelle Mad Max Fury Road, ça devrait s'appeler Furiosa Fury Road parce que mais peut-être que c'est peut-être con à dire, mais Fury Furiosa, Fury, c'est peut-être elle la route de la furie, c'est peut-être con à dire, mais elle est peut-être elle aussi à moitié dans le titre, c'est pas que Mad Max, c'est Furiosa aussi, puisque c'est elle qui trace la route. Enfin voilà, on pourrait partir dans la réflexion à la con, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais Mad Max c'est bizarre, il est pas au centre du film. C'est quand même le premier personnage qu'on voit à l'écran, et c'est le dernier personnage qu'on voit à l'écran, simplement. Et peut-être parce que Mad Max, de toute façon, il a jamais eu une grande gueule, dans le sens à parler tout le temps, à sortir des dialogues tout le temps pour nous faire réfléchir. Et voilà, là c'est Tom Hardy qui remplace Mel Gibson, mais on retrouve le Mad Max qu'on a connu, en tout cas le personnage. C'était ça aussi dans les anciens Mad Max. Et puis un truc tout bête, mais j'y repense comme ça, mais dans The Road Warrior, donc Mad Max 2, personne n'a reproché à Mad Max 2 d'être un film où Mad Max n'est pas mis en avant. Et pourtant, quand même, les 3 quarts du film, c'est la petite autocratie pareil qui a son petit puits de pétrole, et les mecs dedans qui sont mis en avant. C'est plus les personnages secondaires qui sont mis en avant dans The Road Warrior, c'est pas Mad Max. Et encore une fois, on est typiquement là-dedans. C'est pas parce qu'un film s'appelle Mad Max que c'est forcément lui qui va être le personnage central. Enfin, c'est quoi à dire. Mais quand vous allez voir Transformers, vous vous attendez quand même pas à ce que ça soit Megatron qui soit le personnage central. Non, c'est Mark Wahlberg ou c'est Shia LaBeouf. C'est bête, mais c'est ça en fait. C'est pas forcément parce que le personnage central est au centre du titre du film qu'on doit se dire forcément c'est lui qui est le personnage central. Enfin voilà, là on part trop loin. Au niveau du scénario, moi ce que j'aime bien c'est le côté limpide de George Miller, c'est-à-dire il va pas se complexifier la tâche, il va écrire un scénario qui est clair, qui est net, qui va pas dans tous les sens. Quand il doit écrire des dialogues, on en discutait, il écrit juste la ligne de dialogue qui suffit. Enfin, il y a un dialogue, c'est tout bête, mais c'est quand Furiosa et Mad Max vont peut-être se séparer. Ils prennent pas 300 ans pour dire ouais alors on t'a filé une moto, on sait pas, est-ce que tu veux venir, est-ce que tu veux pas venir, on aimerait bien que tu viennes, voilà. Non, c'est tout simplement on t'a fait une moto, dans quelle direction tu vas, je préfère aller de mon côté, ok, voilà, y a pas besoin de plus. Pourquoi s'écrire un putain de dialogue métaphorique sur je ne sais quoi, ou les réflexions sur l'espoir, quand une phrase suffit à décrire toutes ces émotions là, ou quand une scène avec des images suffit à définir que Max va tout simplement avoir envie de les suivre après. Enfin, voilà. On va bien discuter là-dessus, mais voilà. Le filon du scénario est logique. Ça. Et puis on va pas se poser des questions de dire mais pourquoi il a fait ce choix-là, pas du tout. Au contraire, nous on y pense en même temps plus en plus. C'est ça. C'est ça qui est fort. Et puis en plus, tu l'as dit, tout ce qui est intéressant, c'est toutes les petites choses que va apporter George Miller et les autres scénaristes dans l'écriture. C'est tout simplement d'amener un détail, une idée, un personnage, un clin d'œil aux anciens films, une réflexion autour de, je sais pas, c'est tout bête, mais tu vois, Aquacola, Gazoville, Le Meunier, ça fait presque des marques en fait. Tout à fait. Et derrière ça, on peut y voir une réflexion. Puis évidemment, il y a tout le côté très féministe de George Miller, ça il s'en est jamais caché. Les personnages féminins étaient des personnages très très forts dans ces films. Même au-delà du Dôme du Tonnerre, qui reste le moins bon Mad Max, très clairement, et un pas très bon film, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il y avait un personnage féminin qui était mis en avant. Voilà. Et encore une fois, c'est un truc que Miller a toujours voulu traiter dans ses films, c'est des personnages féminins qui sont mis en avant. Et là, on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire que le film est à moitié, et même très ouvertement, féministe. Il y a des moments où on est vraiment très engagé là-dedans. Et pour revenir au clin d'œil, je pense que les gens, pas mal de gens qui vont les voir en salle, vont s'attendre à se voir que du fanservice, et ce que moi je n'ai pas vu du tout dans ce film-là, parce qu'on avait un peu ce doute aussi, de dire ça sert bien pour du fanservice, mais il se réinvente totalement. Et moi, ce qui m'a scotché vraiment, c'est que
qu'il arrive à reprendre toutes les bonnes idées qu'il avait eues à l'époque, donc dans les années 70-80, et à remettre au goût du jour aussi, et à reprendre tout ce qui se faisait bien dans le cinéma d'aujourd'hui. Et il a combiné les deux, et moi, c'est ce qui fait sa force, ce film-là, c'est d'avoir réuni le best-of de ces deux façons de faire du cinéma d'avant et d'aujourd'hui. C'est ça. Et c'est pour ça que ce blockbuster, et j'arrive pas à dire que c'est un blockbuster pour moi, je sais pas pourquoi. C'est pas un blockbuster parce qu'il a les atouts, il a le marketing, il a la pub, il a tout d'un blockbuster, mais il a pas le budget d'un blockbuster techniquement, il a pas l'ambition d'un blockbuster, il a plus l'ambition d'un petit film d'action, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais voilà, il est distribué comme un blockbuster. Et c'est certainement ça qui fait que ça vaut vraiment le coup, parce que résultat, c'est un petit truc qui sort de nulle part en fait, qu'on nous vend comme un blockbuster, mais qui est plus qu'un simple blockbuster. Ouais, c'est simplement ça. Qui est beaucoup plus réfléchi. Et ça nous permet d'embrayer sur la mise en scène. Et alors là, pour le coup, tu l'as dit, c'est ce qui t'a le plus scotché, quoi. Ouais, c'est ce qui m'a le plus scotché. On retrouve la façon de filmer de George Miller, ces cadres qui arrivent tout de suite sur le conducteur. Voilà, tout est limpide, fluide, tout est bien réfléchi. Pourquoi ce plan-là et pas un autre? Non, tout est amené à cette façon que les ironies dramatiques marchent quand elles doivent marcher et vice versa. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il y a des scènes, c'est hallucinant l'esthétique que Miller arrive à mettre en place. C'est incroyable, quoi. La mise en scène, non, j'ai rien à dire sur la mise en scène. Enfin, t'as rien à dire de mauvais. Si, j'ai un petit truc peut-être. Pour moi, le seul petit. C'est même pas un point. Je sais même pas si je dirais que c'est un point faible. C'est une broutille. Une broutille, c'est que on est avec ce personnage de Mad Max. J'aurais bien aimé qu'on en sache un peu plus sur lui dans ce quatrième film. Ok. Je trouve qu'on en a dans le 1, 2, 3, on en a pris un petit peu plus. Et que là, on retrouve Mad Max, mais je m'attendais qu'il y ait un truc de plus qui nous fait il a un nouveau côté de sa personnalité qui ressort aujourd'hui. C'est le seul. Et je sais pas si c'est un point faible. Mais j'aurais bien aimé qu'on en traite un peu plus. Mais parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a plein de personnages qui sont développés. Et dans un sens, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, et je trouve que ça se ressent très bien dans la mise en scène, c'est que le méchant, il a vraiment une gueule de méchant. Ouais. Enfin, il est ultra flippant. Et pourtant, il n'est pas forcément d'une très grande présence, on va dire, à l'écran. Mais il dégage quelque chose dans les quelques scènes où il est là. Ouais, il dégage plus que l'emprise qu'il a sur ses comparses ou sur les autres personnages. Ouais, c'est ça. Il a une place de dieu, en fait. C'est lui qui octroie le droit d'aller au Valhalla et de. Exactement. Parce qu'il y a un petit côté un petit peu viking, un peu crasse-fake, bien Miller. Enfin voilà, c'est tout le temps, on va sortir une culture de nulle part. Et là, c'est les vikings qui en prennent pour leur compte. C'est les mecs qui vont au Valhalla, ils vont pas ailleurs. Et au-delà de ça, voilà, il arrive à imprégner des choses de la réalité. Ça parle donc voilà, tous ces comparses, il y a beaucoup de kamikazes dans le film qui vont tout les donner One Boys. Les One Boys. Et je trouvais ça hyper intéressant de le sortir là. En plus, dans un contexte qui est un désert, qui pourrait rappeler pas mal de choses. Voilà. Donc voilà, et c'est vraiment intelligent d'avoir. C'est des choses simples, mais qui sont bien trouvées. Vraiment bien trouvées. Et puis, après, il y a vraiment des putains de trouvailles esthétiques. Enfin, cette tempête de sable, on la voit dans la bande-annonce, mais elle est encore mieux développée à l'écran. Elle est dantesque. Et c'est très propre. Des frissons, quoi. Et visuellement, c'est très propre. Les spéciaux passent très très bien. Voilà, on va revenir du coup au casting. Du coup, on a parlé du méchant qui était bien. Donc, Tom Hardy, très bien. Ça, il arrive bien à reprendre ce que Mel Gibson avait développé. Charlize Theron, parfaite. Et Nicolas Hoult. Après, on pourrait parler des vaguement des filles. Celle qui me garde le plus en tête, c'est Zoé Kravitz, parce que c'est celle qui a un des personnages les plus développés. Enfin, voilà, on retient surtout ces quatre-là en fait. Zoé Kravitz, Nicolas Hoult, Tom Hardy et Charlize Theron. Bon, Charlize Theron, elle déboîte dans ce film. Enfin, moi, je trouve que de toute façon, c'est une actrice qui a plus grand-chose à prouver. Et elle l'avait bien prouvé dernièrement avec Dark Places, où elle a rattrapé quand même une bonne grosse partie des lacunes du film. Et là, pour le coup, elle explose littéralement dans ce film. Elle impose une présence qui est absolument phénoménale à l'écran. Pour ceux qui ont vu un petit peu les bandes annonces, on la voit un moment crier dans les dunes de sable. Ce plan est très. Elle est exceptionnelle et ce plan, elle le porte en elle-même très très bien. Et là où ça aurait pu être kitsch, ça l'est pas. Ça l'est pas. Et j'en discutais d'ailleurs avec un directeur de la photo dernièrement, il m'avait dit ça commence à me saouler les gens qui font des longs métrages où il y a absolument de l'orange et du bleu partout. Et je lui ai dit et tu penses quoi de Mad Max? Il me fait Mad Max c'est pas la même chose, c'est parce que ça se passe dans le désert. Donc je lui dis oui mais tu trouves pas? Non c'est pas la même chose. Et il a raison parce qu'au final c'est vrai que cette esthétique elle est un petit peu obligatoire entre guillemets pour le côté désertique, mais il aurait pu, imaginons, avoir des teintes un petit peu comme celles qu'on voit sur l'image derrière, c'est-à-dire des teintes un petit peu verdâtres pour le ciel et un petit peu beige pour le sol. Et non, il choisit de saturer à mort son image et résultat on se retrouve avec des trucs bien orangés, bien chauds, et puis ce ciel bleu et puis les nuits, putain j'en parlais tout à l'heure, mais les nuits qui sont superbement éclairées, qui sont éclairées comme en plein jour mais où le bleu est ultra saturé et où ça
ça rend une esthétique mais super belle, un peu kitsch, certains pourront dire que c'est kitsch, mais ça a un côté très années 80 où il fallait absolument que la nuit soit bleue pour qu'on la voit bien sur la pellicule, et là, pour le coup ça rend vraiment bien, ça apporte un vrai côté esthétique. Je pense que c'est un hommage aussi, je pense à ce qu'il a aimé développer aussi à l'époque. C'est ça, voilà. Et puis bon bah oui, Tom Hardy, alors là... il est dingue ce mec, il est dingue. Il a une carrière, il a une prestance aussi qui est exceptionnelle. Et Nicolas Hoult, du coup j'en reviens à lui, au début j'avais un petit peu peur, parce qu'on ne s'attendait pas forcément dans ce genre de film, et finalement ça passe très bien, et je pense que ça va le lancer pour d'autres projets aussi. Il avait déjà quand même réussi à bien se détacher. C'est la deuxième fois en plus qu'il retrouve Charlize Theron en quelques mois, parce qu'il l'avait déjà retrouvé pour Dark Places, il jouait déjà avec elle, et il l'a côtoyé. C'est vrai que c'est assez rigolo de les voir... quasiment deux films. Mais l'avoir découvert dans les X-Men où là, on a recul certain, et là, je me dis et puis finalement ça marche bien. C'est vrai que quand tu vois qu'il a débuté dans la série Skins, puis ensuite qu'il est passé au cinéma avec des films comme Jack et le chasseur de géants, ou Dark Places, ou X-Men le commencement, et X-Men Days of Future Past, c'est vrai qu'il s'en sort très très bien, et il arrive surtout à avoir une carrière très éclectique, il se permet des choix artistiques qui sont vraiment très surprenants. Mais voilà. Tout le casting est vraiment parfait. Malheureusement, je me souviens plus de tous les acteurs secondaires qui jouent les méchants. Il y a beaucoup de cascadeurs. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de cascadeurs. Je pense que toute la figuration des véhicules, c'est des cascadeurs. On n'en a pas parlé d'un point qu'il faut absolument qu'on évoque avant qu'on termine cette chronique. La musique. Ah oui, sinon j'allais en dire. Parce que, déjà, la bande originale est composée par Tom Holkenberg, qui est aussi connu sous le nom de Junkie XL, qui a composé les bandes originales de Divergente 1 et de 300 et 100 ans d'Empire. Et surtout, ce qu'il a très très bien réussi à faire, à mon avis, il a eu l'idée avec George Miller, c'est d'inclure la musique dans le long métrage à travers le biais. Et là, tu vas pouvoir compléter ça d'un putain de monster truck avec un mec qui joue de la guitare dessus. C'est le wagon Hellfest mais rock'n'roll quoi. C'était limite ça. Et vraiment c'est que la musique se lance à tambour battant, donc tu vois vraiment des gens faire des tambours sur ça. Et puis cette musique de Foss qui vient de la musique du film, et puis vice versa. Et même dans le combat, à un moment le guitariste est donc gêné par Tom Hardy, et puis la musique continue. Il fait des coups de guitare et puis ça continue. Et puis ça envoie le tempo. La musique devient limite les bruitages après du film et l'ambiance même du film. Et la musique est géniale quoi. Vraiment, il y a un très court moment où même le film devient à moitié une comédie musicale, où les coups commencent à se répéter avec les gestes de guitare. Ils sont dans le rythme en plus. C'est assez énorme. Enfin voilà, il y a un vrai travail au niveau de la musique. Enfin, on sent que Miller a vraiment conçu son projet comme un vrai spectacle qui utilise tout, c'est-à-dire le son, l'image, les décors. Enfin, il y a vraiment tout qui est utilisé, et il essaye vraiment de développer son long métrage. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire que le scénario, par exemple, il y en a plein qui se plaindront, enfin comme pour Gravity, de dire c'est simpliste, ça raconte pas grand-chose. Mais parfois, c'est peut-être la simplicité qui rend un film vraiment à part et vraiment particulier. C'est vrai. Peut-être con à dire, mais bon. Donc il y a... Toi t'as un point négatif du coup alors attends, j'en avais un pendant un temps. En fait c'était le scénario, mais au bout d'un compte tu vois. Ouais, c'est pareil, moi je me dis on n'a pas assez développé Mad Max, mais finalement non, c'est pas ce qu'on attendait. Parce qu'en fait il y a tellement de personnages que tu trouves que chaque personnage est plutôt bien développé, et puis on a beau dire ouais c'est simple, et puis en fait quand tu y réfléchis, cette simplicité elle apporte tellement de clarté, on va dire, au niveau de la lecture du récit, et au niveau même des thématiques secondaires, tu vois, le côté de critique du consumérisme, le féminisme, au moins c'est mis en avant parce que l'image le met en avant. T'as pas besoin d'écrire un scénario qui forcément... Enfin voilà, je suis con de revenir là-dessus, mais Gravity c'était un petit peu le même principe. C'était l'idée qu'il fallait pas forcément que ça soit ultra écrit et que ça soit ultra complexe pour forcément développer des thématiques et des métaphores qui étaient passionnantes. Et là on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans un film qui développe des thématiques qui sont très complexes et qui se permet par ailleurs d'avoir simplement une énorme course-poursuite qu'on pourrait limiter à un jeu vidéo où ils doivent aller d'un point A à un point B. Un point B, c'est vrai. Voilà. Bon allez, bilan. Qu'est-ce que t'as à en dire toi? Bon, foncez le voir. Faut aller le voir. En tout cas en salle, vraiment en salle, faut aller le voir en salle ce film-là. Non, bilan, j'ai pris une claque vraiment visuelle, et une claque visuelle à la base, mais une claque tout court aussi. Et ça vaut le coup d'attendre 30 ans, même si on l'attendait pas forcément il y a un an. Oui, c'est ça. Parce que la promo est arrivée assez tardivement. Mais... Puis avant, tout le monde se disait c'est une idée de merde de faire un Mad Max 4, et puis finalement, comme quoi, donc il y a des mauvaises idées qui sont des bonnes, et puis des fois des bonnes qui viennent des mauvaises. Donc c'est ça. Je préfère avoir plus de Mad Max peut-être que de Marvel. Spider-Man. Que de Marvel, pourquoi pas. Donc faut aller le voir, et c'est une grosse claque. Là, je suis encore dedans là. Moi, non mais moi je pense qu'il va être très difficile à détrôner en tant que meilleur film de l'année à mon avis. Je pense que même quand on arrivera et qu'on fera une vidéo bilan pour la fin de l'année 2015, ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans le top 3 fastoche. Ouais, ça serait pas étonnant. Pour moi c'est pas un chef-d'œuvre. Tu sens plus comme un chef-d'œuvre? Moi je sens plus comme un chef-d'œuvre. Je pense qu'il va y avoir un avant et un après Mad Max Fury Road. Ça va être dur après. D'ailleurs si ça marche très bien et qu'ils pensent faire une suite, il va falloir bien réfléchir et s'accrocher aussi. À mon avis, Miller il a très bien compris ça, et je pense qu'il n'aura pas besoin de trop se prendre la tête pour arriver à prendre une Mais bon, suite. s'il attend 30 ans, et dans 30 ans ça sera encore une claque, moi ça me va. Je pense que dans 30 ans, quand il aura 101
un an, il aura peut-être plus très envie de faire du cinéma. Donc ouais, faut aller le voir. Ouais, voilà, on vous incite forcément à aller le voir. Merci Fabien d'être venu. C'était quand même important d'avoir ton point de vue dessus parce que j'avais fait ma petite rétrospective de mon côté, mais j'avais peur que tout seul je m'en sors pas du tout pour parler de Mad Max Fury Road. Non, là j'ai bien accroché et je suis bien content d'avoir vu ce film-là avec toi. Yep, bah moi aussi, évidemment. Avec ce sacré Mathieu en plus qui nous aura gratifié d'un c'est potable. On en reparlera, Mathieu, on en reparlera. Voilà. D'ici là, on se retrouve pour parler de films évidemment et portez-vous bien. Ciao. À bientôt.